BFM Business présente la grande interview. Et donc c'est Xavier Barbaro, le président de Neoen, premier producteur français indépendant d'énergie 100% renouvelable. C'est Xavier Barbaro qui est avec nous. Bonsoir Xavier Barbaro. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Présent, on le rappelle, sur trois activités, l'éolien, le solaire et le stockage. D'un mot, on en est où sur le stockage, en quelques secondes aujourd'hui, parce qu'on dénonce sans arrêt le caractère intermittent des énergies renouvelables. On en est où sur le stockage, d'un mot, aujourd'hui? Le stockage, ça marche. Neoen le montre depuis 2015. Ouais. Nous, on fait ça depuis longtemps et on le fait bien. Nous, on fait un faux procès aujourd'hui aux renouvelables, encore aujourd'hui, sur effectivement le caractère intermittent et donc Oui, je pense que c'est un faux procès, parce que d'abord, on peut mettre beaucoup plus de renouvelables déjà dans un mix qui en contient encore assez peu, avant que ça perturbe quoi que ce soit. Et dans les régions les plus avancées, je prends l'exemple de l'Australie méridionale où Neoen est très présent. On a franchi la barre des 50%, en particulier cette fois grâce à l'aide des batteries de Neoen, mais on peut aller jusqu'à 30 ou 40% facilement. Puis après, un peu de stockage, même si ça coûte encore un peu cher, permet d'aller bien au-delà. Et donc ça marche très bien. Ouais. On a beaucoup de sujets à voir avec vous, notamment ce qui concerne la France, mais on va pas parler que de la France, mais aussi de la France avec cette loi sur les énergies renouvelables qui a été adoptée hier à l'Assemblée. Déjà dire que vous êtes avec nous notamment ce soir parce que vous avez annoncé tout à l'heure un EBITDA supérieur à l'objectif précédent. Vous êtes à 410 millions d'euros, c'est ça Xavier Barbaro? On sera un peu plus de 410. Vous serez un peu plus de 410 finalement, parce que vous le dites, c'est lié à l'augmentation de nos capacités de production finalement qui a été supérieure aux attentes sur 2022. Oui, largement. On a aussi d'autres facteurs comme la hausse des prix d'électricité ou justement la contribution de nos batteries. Oui. Mais c'est avant tout parce que Neoen a mis en service des centrales solaires, des centrales éoliennes, des nouvelles batteries en Europe, en particulier en France, en Australie, en Finlande. Donc on a eu déjà l'occasion à 2 reprises en 2022 de rehausser notre guidance et donc on fait une troisième et dernière fois normalement puisqu'on publiera nos comptes le 28 février. Et donc vous annoncez, je crois, une certaine capacité en opération, en construction. Voilà, il y a des objectifs aussi qui sont revus aujourd'hui à ce stade. Oui, alors on a plus fait un point d'étape. Aujourd'hui on a atteint déjà les 2/3 de notre business plan 2025. On est à 6,6 gigawatts, c'est un peu plus de tranche nucléaire. Pour le profane que nous sommes, les profanes que nous sommes, ça représente quoi finalement? Rapporter, je ne sais pas, la puissance nucléaire française. Il y a plusieurs manières de mieux le décrire pour les profanes. Donc c'est l'équivalent de 6 tranches nucléaires, c'est aussi plus de 6 milliards d'euros d'investissement. Et puis quand on regarde ça dans le temps, Neoen a multiplié sa capacité par 6 en 6 ans. Et donc notre objectif de 10 gigawatts en 2025, on en est déjà aux 2/3, donc on accélère. Et vous accélérez. Et alors vous avez accéléré notamment avec beaucoup de contrats signés, vous le rappeliez, ne serait-ce que sur le 4e trimestre. Je vois des contrats en Australie, en Suède, en Finlande. Et la France dans tout ça, Xavier Barbaro? Et la France aussi. On a en 2022 fait 2 choses importantes. Je pense qu'on a continué d'abord à vendre de l'électricité à très bon prix à nos contreparties gouvernementales. Donc on a mis en service des nouvelles centrales. On a aussi gagné des nouvelles appels d'offres gouvernementaux. Et ça permet justement, par exemple, ensuite de financer des boucliers tarifaires. Donc c'est évidemment une utilité assez directe. Et puis on a aussi vendu de l'électricité à des clients entreprises. On a signé en décembre, je pense, un beau contrat mutuellement bénéfique avec TDF. Donc on permet à des industriels français comme TDF et bientôt d'autres d'être de plus en plus compétitifs, en plus évidemment de verdir leur mix. Ça, je pense que c'est doublement important pour ces entreprises-là. Mais on voit de plus en plus d'entreprises, grandes entreprises communiquer effectivement sur ces contrats qu'elles passent avec des grandes entreprises comme vous, effectivement, pour assurer leur approvisionnement dans les prochaines années. Je vous parlais de la France, on va en parler largement, même si, je le rappelle, vous êtes présent dans 16 pays, parce que vous savez qu'il y a eu ce rapport qu'a tant fait jaser le 25 janvier dernier, l'ADEME et Observer, qui nous confirmait que la France était en retard dans le déploiement des énergies renouvelables. Nous sommes à moins de 20% du mix énergétique, alors que nous devrions être à 23%, je crois, d'ici la fin de cette année. Est-ce qu'il faut s'en lamenter et s'en désespérer? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, personnellement? Alors nous, on regarde ça toujours avec pragmatisme, donc on regarde l'avenir et on se dit qu'il y aurait plein de choses à faire. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va y arriver? Enfin, nous, en tout cas, on manque pas chez Neoen comme chez nos confrères, ni de capital, ni de savoir-faire, ni d'envie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins. La France est en retard, on l'a su, c'était d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne à avoir raté ses objectifs l'an dernier. Là, donc vous voyez, le rapport Observer dit encore la même chose. Et pourtant, la France est un pays béni des dieux, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la place, il y a des montagnes avec de l'hydraulique. Une façade maritime quand même assez incroyable. Bien sûr. Inédite, quoi, donc. Et donc tout ça devrait être des ingrédients idéaux pour être le grenier à électrons verts de l'Europe. Et pourtant, on est les seuls à être en retard. Malgré cette fameuse loi d'accélération des énergies renouvelables qui a refait parler d'elle, puisqu'elle a été adoptée hier après bien des avatars du côté de l'Assemblée nationale. Elle va arriver au Sénat le 7 février prochain.
Est-ce que vous dites, beaucoup en doute, que c'est un game changer pour le déploiement des énergies renouvelables en France, ou vous dites c'est une occasion ratée finalement Oui, nous on est assez. Alors, je vous ai amené ce bijou là, 117 pages. Alors je vois ça, ce petit tas que vous avez amené là depuis tout à l'heure que je regarde. C'est la loi, je l'ai imprimé. C'est pas très green, mais je l'ai imprimé quand même. Ça me fera ma lecture. Vous pouvez la montrer à la caméra. Oui, on voit l'essentiel du pavé. Un peu de matière. Ouais. Beaucoup. Nous on le découvre. On n'a pas eu le bonheur d'être consulté sur cette loi. Pourtant on a levé le doigt à plusieurs reprises. Vous le découvrez maintenant, c'est ça que vous me dites? On s'est manifesté auprès du cabinet de la Première ministre, auprès du cabinet de la ministre de la Transition énergétique, et on n'a pas eu l'honneur d'être consulté. C'est dommage parce que je pense qu'on avait des choses intelligentes à dire. Neoen est le premier acteur indépendant. On a 14 ans d'historique en France. On a fait des belles choses et des choses utiles. Et pourtant, on a l'impression que cette loi, finalement, a vécu sa vie indépendamment du secteur, qui avait pourtant, je pense, des choses intéressantes à partager avec le législateur. Et cette loi, c'est une lecture un peu déprimante. Je ne vous cache pas que il y a beaucoup de choses qui sont assez théoriques. L'accélération, pourtant, on l'a souhaité. Je me souviens, on s'était vus ensemble au mois d'août. Bien sûr. Vous me demandiez ce qu'on attendait de cette loi et on s'était dit que ça pouvait aider à plein de choses. Ça pouvait aider à accélérer les délais d'instruction, pour peu qu'il y ait probablement plus de fonctionnaires. Je suis vraiment pas en train de faire du fonctionnaire bashing. C'était le but à vous, effectivement. Quand il y a des articles qui ont commencé à fuiter dans la presse au mois d'août, c'est effectivement accélérer les délais qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on voit en Allemagne et en France, finalement. On pouvait encadrer les délais de recours, on pouvait simplifier les procédures, on pouvait justement mettre plus de ressources du côté de l'administration, qui en a bien besoin. Nous, on a des contreparties publiques, qui sont des gens qu'on respecte beaucoup, qui font un travail remarquable et aujourd'hui qui sont sous l'eau. Et je pense que cette loi va pas les aider. Il y a certains passages qui sont quand même collecteurs. De quelle façon on s'est perdu? Alors, apparemment, vous avez quelques exemples à nous citer. Ah oui, moi je lisais. J'en étais avant de venir, j'en étais à l'article 3. Il m'en reste encore quelques-uns. Mais attendez, excusez-moi, vous découvrez seulement ce texte maintenant? Alors, on l'a vu. Il y a eu une première version au Sénat, ensuite à l'Assemblée, mais enfin il y a eu des amendements de dernière minute. On a découvert parfois sans prévenir des amendements qui étaient assez hostiles finalement à notre secteur. Dites-nous si vous avez quelques moments croustillants. Non, je pense que cette loi qui s'appelle loi d'accélération. Je voulais vous dire qu'Agnès Pannier-Runacher sera notre invitée demain matin, donc si vous avez un message à lui faire passer, n'hésitez pas. Je lisais avec gourmandise l'article 3 là, sur l'accélération. Donc on nous dit on va vous créer des zones d'accélération. Et d'ailleurs, nous, on en subit déjà l'effet négatif, puisque les préfets ou les administrations auxquelles on parle nous disent, attendez, avant de savoir si on doit faire avancer vos projets, on va d'abord attendre de savoir s'ils sont dans les zones d'accélération, parce que s'ils sont pas dedans, c'est qu'a priori, c'est pas les bons. Donc déjà, on voit, nous, vraiment au sens propre, dès maintenant, un coup de frein. Donc on se dit, bon, peut-être qu'on sera sauvé par les zones d'accélération, mais quand on lit un peu le séquencement, donc je vous lis l'article. Après concertation du public, ce qui déjà peut prendre un certain temps, les communes identifient des zones d'accélération et les transmettent dans un délai de 6 mois. Donc déjà, on se met 6 mois au référent préfectoral. Donc là, en gros, on a déjà pris une petite année. Et après, on ne sait pas trop si en parallèle ou en séquentiel, mais on organise des débats. Puisque je lis dans la loi, continue à lire l'article, un débat se tient au sein de l'établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet de territoire. Puis ensuite, le référent préfectoral arrête la cartographie et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l'énergie. Ensuite, on organise une conférence. Le référent préfectoral consulte au sein d'une conférence territoriale les établissements publics de coopération intercommunale. Ensuite, on se redonne 3 mois puisqu'on nous dit l'avis est transmis aux référents préfectoraux au plus tard 3 mois après la réception. Lorsque cet avis conclut que les zones d'accélération identifiées sont suffisantes, après, si c'est pas suffisant, j'imagine qu'on repart à zéro d'ailleurs, mais donc si elles sont suffisantes, les référents cette fois arrêtent la cartographie, mais attention parce qu'il y a une précision, il faut toujours lire les petites choses en écrit, après avoir recueilli l'avis conforme des communes du département, lui-même exprimé par délibération du conseil municipal, mais on en a pour des années. On va mourir guéri. On va avoir des zones d'accélération en 2027 et en attendant, tout le monde aura levé le crayon. C'est hyper triste. Honnêtement, vous voyez ça ailleurs dans le monde ou pas? Ou c'est français? Non, c'est très français. Moi, j'étais la semaine dernière en Suède et en Finlande pour Neoen, puisqu'on est assez présent là-bas. Oui. Je voyais aujourd'hui à l'ambassade d'Australie en France le ministre australien de l'énergie. Vous voyez 3 exemples récents, puisque c'est à l'échelle des derniers jours, 3 pays qui n'ont pas mis de loi d'accélération et de zone d'accélération, et qui pourtant accélèrent concrètement. Cette loi, le principe était bon, mais en France, il y a toujours ce penchant pour faire des lois, ou pour faire des procédures, ou pour faire des concertations et des référents préfectoraux. Mais à la fin, le but qui va être atteint et le contraire de celui qui était recherché. On va avoir 4 ans de grande glaciation. Je rappelle que ce texte est le premier volet d'un triptyque sur l'énergie, parce qu'au printemps, on va défendre au Parlement le projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et puis ensuite, au Parlement, on se prononcera au mieux cet été sur le futur énergétique de la France avec la loi de programmation pluriannuelle qui fixera la part de chaque énergie nucléaire renouvelable.
dans vos esprits, les espoirs les plus fous, vous voudriez qu'on assigne quelle part du mix énergétique aux renouvelables d'ici quelques années, à échéance de 5-10 ans? Aujourd'hui, quand vous regardez le solaire et l'éolien, c'est un peu plus d'une dizaine de pourcents en France. Après, il y a l'hydraulique, puisqu'on a la chance d'avoir des montagnes et des cours d'eau qui sont pas loin de 20%, entre 15 et 20%. On pourrait avoir 20, 30, 40% d'intermittents, donc en gros multiplier le solaire et l'éolien par 3 ou 4 très facilement. À échéance de... On pourrait faire ça franchement de 10 à 20 ans, suivant le rythme. Avec cette loi ? Avec cette loi, certainement. Voilà, mais l'objectif aurait dû être ça. On pourrait avoir en France, mais vraiment facilement, 60%, 70% de renouvelables, avant même de se demander s'il y a des problèmes d'intermittence et des batteries à mettre en plus, puisque justement l'hydraulique qu'on a déjà, c'est déjà une sorte de super batterie. On a de la chance. On a des batteries dans nos montagnes. Et ça, c'est vraiment dommage de passer à côté. D'autant plus que nous, notre ressenti dans les territoires, on est plutôt bien accueillis. Parfois, évidemment, l'éolien fait débat, c'est légitime, on est en démocratie. Le solaire est bien accepté. Moi, j'ai reçu ce matin un mail d'un député MoDem en Nouvelle-Aquitaine qui nous disait c'est dommage. Moi, j'ai essayé de rendre cette loi un peu plus digeste et j'y suis pas arrivé, mais on continuera le combat. Enfin, il y a quand même, au niveau des élus locaux, il y a la prise de conscience qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, aujourd'hui, peut-être plus qu'ailleurs, on est encore en partie coexistence de deux mondes qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas? D'un côté, les pro-nucléaires et d'un côté, les pro-renouvelables. Petite bataille de chapelle qu'on voit pas en Allemagne, finalement, où on a vu les écologistes bouger un petit peu, peut-être par la force des choses, mais sur le dossier du nucléaire. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, il y a des positions trop figées pour vous? Oui, il y a toujours la rémanence d'un débat qui date maintenant d'il y a plusieurs décennies, où si on était autre chose que pro-nucléaire, c'est qu'on était anti-nucléaire. Et moi, je pense qu'on peut être pro-renouvelable tout en étant content finalement de l'effort industriel et financier qui a été fait en France pendant plusieurs dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire en masse des nouveaux réacteurs, mais en tout cas, l'outil industriel qu'on a, il faut continuer à le faire vivre. Aujourd'hui, le problème de la France, d'ailleurs, il est que cet outil est un peu cassé. On nous dit ah là là, les prix d'électricité sont élevés, c'est la faute à Poutine. Non, c'est la faute à EDF. Aujourd'hui, le problème en France, il est là. On a tout misé sur du nucléaire et quand on fait des séries, on s'expose à des risques de défaut de série. C'est assez dommage. C'est en train d'être réparé, donc bonne nouvelle. Moi, je m'en réjouis au moins à titre citoyen. Après, il y a toujours la question des déchets, etc. Mais en tout cas, cet outil, on l'a construit autant qu'il marche. Les déchets, on les aura même si ça marche pas. Donc autant que ça tourne. Mais il y a toujours l'idée pour vous, enfin pour aujourd'hui, que le mix de l'avenir, c'est l'association, c'est l'attelage nucléaire-éolien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout cas, on a du nucléaire pendant encore quelques décennies. Donc, nous, on pense chez Neoen, comme d'ailleurs chez RTE, quand vous lisez les rapports RTE avec une posture finalement d'ingénieur, ils ne sont pas en train de prendre parti. Ils voient assez bien finalement une transition entre un gros parc nucléaire et puis un parc nucléaire qui rétrécit lentement, même avec quelques EPR en plus, et puis du renouvelable qui monte en puissance, à terre, sur des toitures, en mer, en utilisant l'hydraulique qui est déjà là. Tout ça marche assez bien. Quand vous imaginez en plus de ça que côté consommation, il y a des réseaux intelligents, il y a des voitures électriques, on en parlait il y a quelques instants dans votre journal, qui sont elles-mêmes des batteries sur pattes, qui elles-mêmes aident justement à intégrer plus de renouvelables. La tendance de fond, elle est assez naturelle. En fait, on n'est pas en train de chercher un arbitrage politique. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup de crispation. Le nucléaire va continuer à exister par la force des choses parce qu'il est déjà là. Il va s'éteindre lentement pour des raisons qui sont avant tout économiques plus qu'idéologiques, parce qu'on aura trouvé une meilleure solution, plus propre, pour moins cher, donc finalement plus simple à gérer. L'un des scénarios de RTE 100% renouvelable à terme, vous l'achetez ou pas à terme? Moi, j'ai très beaucoup le terme, mais je. C'est relatif, oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. J'espère le voir de mon vivant. Moi, je pense qu'en 40 ans, on verra effectivement une France qui sera peut-être à 80 ou 90% renouvelable, comme nos voisins aussi. Et ça se sera passé naturellement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, nous, de manière vindicative, l'extinction du nucléaire. Il est là, il faut en profiter, mais de manière assez naturelle. En fait, il va y avoir une transition vers un mix beaucoup plus renouvelable qui sera bien accepté, d'autant qu'il sera très économique et donc facteur de compétitivité. Dans l'immédiat, pour revenir à des choses un petit peu terre à terre, comment est-ce que vous regardez le fait qu'on ait mis à contribution les producteurs d'énergie renouvelable? Justement, on en parlait tout à l'heure, pour financer une partie du bouclier tarifaire. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un petit peu échappé par rapport à certains groupes pétroliers dont je ne citerai pas le nom, suite Total Énergie bien sûr, échappé au débat sur les super profits finalement, vous? Est-ce que vous dites ça nous pend au nez ce débat et un jour ça arrivera sur le tapis forcément? Nous on avait pris des décisions d'investissement qui étaient basées sur des scénarios de prix plus bas. Donc finalement le fait que les prix aient augmenté pour nous,
c'était un upside, comme on dit en bon français, qu'on en restitue une bonne partie à la collectivité. Vous voyez, on n'a pas fait de recours, on ne s'est pas roulé par terre. Finalement, ça montre une chose, qui est que le renouvelable est extrêmement bénéfique à la nation. D'abord parce que c'est vert, ensuite parce que c'est souverain, puisque c'est local, et enfin, et surtout parce que c'est pas cher. Donc le fait pour notre industrie et pour Neoen, puisqu'on a largement contribué, d'avoir finalement financé une bonne part du bouclier tarifaire, je pense que ça remet l'église au milieu du village. Ça montre que le renouvelable n'est pas une espèce de pompe à subvention, et au contraire est là pour redistribuer de la valeur qu'on a contribué à créer. On est content évidemment d'en garder une partie pour nous, parce que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Et les emplois d'après-demain. Et exactement, l'industrie française, il y a toujours un débat sur les panneaux chinois, mais aujourd'hui l'industrie française, que ce soit des Nexans, des Bouygues, des Vinci, sont des gens extrêmement engagés dans les travaux que nous on commande. Et donc ça c'est bien. Et donc aujourd'hui le fait qu'il y a eu finalement une sorte d'écrêtage de nos profits, non, on ne s'est pas roulé par terre. C'était mutuellement bénéfique d'avoir pu gagner plus d'argent et en même temps d'avoir pu en restituer une partie. Je pense que ça a montré aux gens à quel point on était une industrie d'avenir. Pour conclure sur ce projet d'énergie renouvelable, vous dites le train est passé, repassera-t-il assez vite finalement ? Ou vous dites on peut encore peser sur ce pavé que vous nous avez gentiment apporté de quelques 117 pages là finalement. Vous dites, malheureusement les jeux sont faits, les dés sont... Oui, malheureusement, cette loi, elle a été votée telle qu'elle. Après, il y a toujours des décrets d'application. On espère un peu de souplesse. On espère aussi que les erreurs qui, à notre avis, sont dans cette loi, on en prendra conscience collectivement assez vite. Malheureusement, on est sur des industries à cycle long, donc ça se verra peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. De manière extrêmement cynique, quand on regarde les 14 dernières années, chez Neoen, nous, on a souvent profiter entre guillemets des périodes dures, parce que nos concurrents jetaient l'éponge en disant j'en peux plus, ce pays est trop compliqué, il y a de la rétroactivité, il y a de la complexité, il y a du millefeuille, etc. Il y a encore quelques ans en France quand même. Oui, bien sûr, mais nous on a toujours su encaisser ce genre de choc et en sortir renforcé. Donc, et je dis ça sans aucun cynisme, c'est triste, mais finalement pour Neoen, je reprends ma casquette de chef d'entreprise, on pense qu'on saura à nouveau surfer sur cette mauvaise vague et en sortir peut-être renforcé par rapport à d'autres qui se seront découragés plus vite que nous. Mais à titre citoyen, je trouve ça dommage. Après, heureusement, Neoen est assez occupé dans 3 continents et dans beaucoup d'autres pays. C'est la question que j'allais vous poser. 16 pays, la France, ça représente quel pourcentage de votre activité aujourd'hui, de votre chiffre d'affaires ? La France, où on a commencé en 2008 et où on a aujourd'hui pas loin de la moitié de nos ressources humaines, ça représente à peu près 20-25% de ce qu'on fait. Ça devrait être beaucoup plus. Oui, mais ça devrait être beaucoup plus. En Australie, où on a commencé bien plus tard, on est déjà 2 fois plus grand qu'en France. Et en Finlande, où on a commencé encore bien plus tard, on est en train quasiment de projeter une croissance à la française beaucoup plus vite. C'est dommage. C'est dommage, mais par la force des choses, vous les regardez de plus en plus ailleurs qu'en Europe. Voilà, 16 pays aujourd'hui, peut-être d'autres demain. Il y a d'autres projets dans les cartons à l'étranger aujourd'hui. Nous, on croit beaucoup en l'Europe. On est très australien, on est aussi au Canada, on est aussi au Mexique. Mais l'Europe, je vous donnais les exemples de la Suède et de la Finlande où j'ai été la semaine dernière. Il y a évidemment besoin dans la plupart des pays européens de verdir, de rendre l'électricité plus souveraine et de la rendre moins chère. On a des solutions pour ça, on a des équipes qui sont là pour ça. On le fait bien. On le fait sans avoir besoin de loi d'accélération. Donc nous, Neoen, on l'a vu dans les annonces qu'on a fait au mois de décembre. Aujourd'hui, on vend de l'électricité en Finlande. On a signé des nouveaux contrats pour des nouvelles batteries en Suède. On a lancé de la construction aussi au Portugal. On a gagné des appels d'offres en Irlande. La transition énergétique à l'échelle européenne et le fait d'aller vers plus de souveraineté et de se débrancher de la Russie, pour dire les choses comme elles sont, et de rendre de la compétitivité à nos clients, on le vit à la maille du continent. Mais on a envie d'en faire plus en France, on a les moyens financiers et humains d'en faire plus. C'est dommage de buter à répétition sur des questions administratives. Et ben voilà pour cette loi en tout cas qui va arriver au Sénat. Peut-être d'autres aménagements qui vous faciliteront la tâche. Merci beaucoup Xavier Barbaran en tout cas. Merci d'être venu nous voir ce soir, le président de Neoen avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment.